Mesdames, Messieurs, bonsoir. et bienvenue. Nous sommes Apolline, Jean-Philippe et Thérèse de la joie. Ce soir, nous serons vos guides, Chef d'orchestre, vos dompteurs de timing, maître et maîtresse de cérémonie de cet événement hors du commun qui est l'édition 2025 de ma thèse en 180 secondes de Poitiers. Alors, bienvenue à la Maison des étudiants de l'Université de Poitiers qui nous accueille chaleureusement ce soir pour écouter, comprendre, rire et aimer la science. Vous êtes nombreux, quasiment 200 personnes, peut-être un peu plus, à être venus, curieux, pour encourager doctorants et doctorantes qui vont se présenter devant vous dans quelques instants. Alors, cher Jean-Philippe, MT 180, c'est quoi? Alors, MT 180, c'est ma thèse en 180 secondes, Apolline. C'est un concours international de vulgarisation scientifique et au départ, dans la francophonie, ça a débuté en 2012 au Canada, plus précisément dans la province de Québec, alors qu'originellement, ils se sont calqués sur les anglo-saxons australiens avec leur 3-minute teases. 3-minute teasing. Oui, 3-minute teases, Apolline. Et c'est seulement en 2014 que le concours arrive en France. Il est depuis organisé par France Université et le CNRS. À Poitiers, il est organisé par l'Université de Poitiers, l'ISAE-ENSMA et la délégation régionale Centre Limousin-Poitou-Charentes du CNRS. Vous allez donc avoir l'honneur et le privilège de décerner le prix du public de ma thèse en 180 secondes. 3-minute teasing. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous prend, Apolline? J'essaie de faire comme vous. Alors, vous savez quoi, Apolline? Faites comme vous, c'est beaucoup mieux. Très bien. Eh bien, 10 candidats et candidates vont vous présenter en 3 minutes leur recherche et vous expliquer l'objet de leur thèse. Tous sont doctorants ou doctorantes de l'Université de Poitiers. Certains travaillent à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ils se préparent déjà depuis plusieurs mois et ils ont bénéficié notamment d'une formation avec le service Sciences et Sociétés de l'Université de Poitiers et la compagnie Quiproquo Théâtre. Bien sûr, ce concours ne pourrait pas se concrétiser sans l'aide d'un réseau de soutien solide, véritable pilier, pierre angulaire de la réussite de cet événement. On les remercie donc. La Fondation de l'Université de Poitiers, EDF, la MGEN, la CASDEN, avec le concours de la Maïf, sans oublier la Banque Populaire Val-de-France. le tout dans le cadre du label Science avec et pour la Société. Vous pouvez les applaudir bien fort. Alors, Apolline, on va peut-être rappeler quelques règles du concours. Tout à fait, nos candidats ont donc 180 secondes. Et pas une de plus, Apolline. Hein. Alors, petite question Jean-Philippe, Oui. que se passe-t-il si l'un d'entre eux dépasse le temps imparti? Eh bien, c'est dur, c'est... On pourrait penser ça cruel, mais c'est simplement la disqualification. Ah oui, donc c'est radical. C'est immédiat. Voilà, Très bien. c'est tout de suite. C'est comme ça, c'est la règle. Mais bon, c'est pas tout. L'objectif avant tout, c'est de vulgariser leur sujet de thèse et de les rendre compréhensibles par toutes et par tous. Exactement. Et pour cela, ils peuvent s'aider et s'appuyer sur une seule et unique diapositive projetée juste derrière. Il va falloir aussi qu'ils maîtrisent l'art oratoire pour rendre cet exposé clair et précis. Et c'est sur ces critères-là et bien d'autres que public et jury vont les évaluer pour décerner les prix de ce soir. Alors les doctorants et doctorantes vont passer dans l'ordre du programme que vous avez pu découvrir sur vos sièges. Et n'hésitez pas à l'annoter, il y a des espaces dédiés et qui vont vous permettre de maintenir votre attention tout au long de la cérémonie. Oui, car après un certain nombre de passages, ça pourra être utile de vous référer à vos notes juste avant de passer au vote. Exactement, et le vote sera donc à l'issue des 10 passages. Vous allez être munis d'un jeton. Normalement, vous avez tous, on vous a tous distribué un jeton. Si vous n'en avez pas, manifestez-vous. Et c'est ce jeton que vous mettrez dans un tube correspondant au numéro et au nom du candidat que vous avez préféré. Eh bien, il me semble que nous avons été extrêmement clairs, n'est-ce pas? On est bon? Of course, Apolline. Eh oui. Et pour être encore plus clair, Apolline, et de sorte à ce que le public qui vient pour la première fois, d'ailleurs par applaudissement, qui vient pour la première fois voir ma thèse en 180 secondes? Ouais. Ok. Merci. Et par applaudissement, qui est déjà venu les années précédentes?
c'est à peu près 50-50. Mais donc pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous propose qu'on fasse une sorte de simulation avec des candidats et candidates un petit peu particuliers. Ah oui. Et pour ça, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter 3 figures de l'excellence. Des regards engagés, piliers du savoir et de la transmission, et puis qui ont une seule volonté commune, eh bien, c'est faire avancer la connaissance et l'éducation. Et pour cela, nous allons leur donner la parole pour l'édition 2025 et l'inaugurer comme il se doit. Oui, ce n'est pas tout, Apolline, parce que tous les 3 vont jouer eux aussi le jeu de faire un discours en 180 secondes. Et on le sait, pour des gens habitués à faire des discours très longs, c'est un exercice vertigineux. Exactement, ils sont dans les starting blocks. J'invite à me rejoindre tout de suite en premier lieu Madame Virginie Laval. Présidente de l'Université de Poitiers, lieu où les idées prennent racine et où l'avenir se dessine. Donc, Madame Laval, bonsoir. Bienvenue sur la scène de la MDE. Vous faites un signal vers le haut et le chrono se lance. Vous avez l'œil dessus. Bonne chance. Bienvenue dans la salle de spectacle de la Maison des étudiants. Bienvenue à l'Université de Poitiers. Je suis ravie d'être face à vous. 10 artistes, 10 doctorants, 10 doctorantes qui vont vous emmener dans leur merveilleux univers scientifique à travers une histoire, à travers une mise en scène singulière, j'en suis sûre. L'exercice, croyez-moi, est loin d'être facile, car ils doivent conjuguer en 180 secondes créativité, engagement, discours clairs, compréhensibles par toutes et tous, avec des mots bien choisis et bien sûr la rigueur scientifique, tout en étant, et vous allez le voir, c'est le cas, passionné et captivant. Ils vont faire devant vous ce soir un exercice essentiel du travail des chercheurs, des universités, qui est la diffusion du savoir scientifique. Garder la science que l'on produit dans nos laboratoires n'a aucun sens. La diffuser à toute la société prend tout son sens et c'est le rôle de la recherche que l'on porte à l'université. C'est vraiment très important. Un exercice complexe, très complexe, mais je suis certaine qu'ils vont vous démontrer tout le talent que nos jeunes chercheurs ont en la matière, car plus qu'avant, la médiation scientifique fait vraiment partie de la vie de nos laboratoires et de ceux qui les font vivre. Alors, au-delà de nos laboratoires de recherche, bien sûr, il y a toute une équipe autour de la médiation scientifique qui joue un rôle essentiel et qui est au cœur de la préparation de ce magnifique spectacle. Et donc, je tiens à remercier Lydie Baudiou, vice-présidente en charge du label Science, du label Science avec et pour la société. Chère Lydie, vraiment merci. Ton service, les collègues qui t'entourent et qui œuvrent vraiment pour passer la science au-delà de nos laboratoires de recherche. Alors, à nos passeurs de science ce soir, chère Sarah, André, Emmanuel, Armand, Chloé, Héry, Clément, Dina, Loïc et Pierre, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir, d'amusement avant tout. Faites-nous rêver, faites-nous réfléchir aussi. Et sachez nous émerveiller et nous surprendre, mais surtout, et vraiment je vous le souhaite du fond du cœur, surtout, conservez au-delà de ce concours l'envie de transmettre et le plaisir de partager. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bravo Madame Laval. De toute façon, on va pas se mentir, si elle avait dépassé, on ne l'aurait pas disqualifiée, c'est quand même la présidente. J'appelle donc Monsieur Majdi Couder qui va à son tour relever le défi. Vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Donc Majdi Couder, directeur de l'ISAE ENSMA, probablement la seule personne ici capable de changer une idée en fusée. Merci, absolument. Eh bien Monsieur Couder, c'est à vous. Au signal, les 3 minutes partiront. Et d'accord.
Vous n'avez pas le droit de Je dépasser. fais le signal tout de suite ou dès que j'arrive à 3 minutes de la fin de mon propos? Non, oui. Non, C'est pas 30 minutes, monsieur Couder, c'est 3. Pardon, excusez-moi. Bon, je ne sais pas si je tiendrai les 3 minutes, mais je vais essayer. Ça a commencé en tout cas. Voilà, ça a commencé. Bon, tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Je suis doublement ravi parce que j'ai eu le plaisir d'assister au début de la séance qui était destinée aux lycéens avec Lydie Boudou. Et c'est vraiment important cette idée de pouvoir présenter aussi ces travaux aux lycéens parce qu'ils sont dans une phase particulière de questionnement sur leur avenir. Et je suis sûr que la séance qu'ils ont eue a permis de donner des envies et des déclics pour leur avenir. Et ça, c'est important. Donc, bravo aux doctorants qui sont prêtés à cet exercice-là. Le deuxième point, c'est vrai que présenter ces travaux de recherche pour des doctorants, c'est quand même assez naturel. Maintenant, vulgariser les travaux de recherche, ça, c'est déjà un peu moins naturel et il faut un certain travail pour commencer à vulgariser, expliquer des choses simples, prendre du recul. Et puis, rajouter 3 minutes sur la contrainte, là, ça devient vraiment compliqué parce que synthétiser en 3 minutes, et vous voyez le stress que ça me met parce que je dois m'exprimer en 3 minutes, donc vous imaginez pour eux, c'est pas simple. Mais je retiens cette notion de 3 minutes parce que si vous regardez, la recherche, c'est un temps qui est long, forcément, par essence, et on leur demande d'aller très vite sur ces 3 minutes. Mais c'est quelque chose aussi qui va nous impacter parce que quand vous regardez toutes les transitions qu'on doit affronter actuellement, transition écologique, énergétique, sociétale, eh ben, le temps est un facteur important et c'est important que nos doctorants prennent en compte cette notion-là. Mais aussi, ces 3 minutes deviennent un problème aussi, si je peux me permettre, dans nos moyens de communication, parce que si on se fie aux réseaux sociaux, ben, il faut qu'on explique tout en très peu de temps, des choses complexes, et tout le monde devient expert sur tout, et là, ça devient problématique, et donc il faut faire attention à cette dimension de temps, et je trouve que ma thèse en 180 secondes, c'est vraiment l'antithèse de cette démarche-là, parce qu'il y a toute la partie de l'iceberg que vous ne voyez pas, et qui représente tout le travail nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur un temps court, et je crois qu'il faut le garder en tête. Et puis dernier point, ça reste quand même une compétition entre doctorants, et quand je vois la synergie qui s'est créée entre les doctorants, malgré qu'ils soient un peu compétiteurs, eh ben c'est plutôt rassurant parce que c'est cette synergie-là qui va faire que la connaissance collective va rester toujours un pilier du progrès de nos sociétés. Alors je sais qu'il reste 40 secondes, j'étais tranquille. Donc, voilà, on s'est dit avec Virginie et Ludovic, tout à l'heure en regardant les jeunes aussi s'exprimer en duo, que l'année prochaine, on relèvera le défi de le faire à 3. Et on essaiera de s'exprimer. Bon, bien sûr, honneur à Madame la Présidente de commencer par une chanson. Nous, on reprendra en chœur avec elle, sans problème, Virginie. Ça sera avec plaisir. Donc, merci encore pour tous ceux qu'on ne voit pas à l'écran, parce que l'organisation et l'accompagnement qui a été fait pendant toute cette période-là, c'est quelque chose d'essentiel pour arriver à ce résultat sur un temps aussi court. Merci. Alors, c'est pas la première fois que M. Couder se prête à l'exercice. Les fois précédentes, il avait un peu dépassé, il avait dit que le temps était relatif. Là, le temps est relatif, mais dans le bon sens, M. Couder. Bravo. Et nous prenons note pour le défi de l'an prochain. Ça fera 1 minute chacun, par contre. Nous accueillons maintenant M. Ludovic Hamon, s'il vous plaît. Délégué régional du CNRS à la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes, parce que le CNRS, c'est aussi innover, entreprendre, et c'est une forme de science, tout ça. Au signal, quand vous voulez. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est avec une fierté et un plaisir pour le CNRS de participer à cette soirée festive du concours Ma thèse en 180 secondes, qui est à la fois un événement scientifique et aussi un spectacle. Merci aux doctorantes et aux doctorants de s'être engagés dans cette aventure. Merci de nous ouvrir la porte de vos laboratoires, de nous partager la méthode scientifique, de nous faire comprendre et apprécier vos recherches. Rendre accessible la recherche de pointe, ce n'est pas évident, et encore moins lorsqu'il s'agit de le faire en 180 secondes. Alors bravo. Alors je vais faire un peu de teasing parce que je vous ai vu vendredi, je vous ai vu à l'œuvre vendredi, et j'ai la chance d'assister à vos performances à l'occasion du prix des lycéens. C'était une première fois pour moi. Je regrette de ne pas avoir assisté aux précédentes éditions. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je suis rentré dans un amphi et face à moi, un mur de 700 lycéens. Donc vous imaginez l'épreuve que ça peut représenter pour les doctorantes et doctorants de présenter leur thèse en 180 secondes. Et je considère, à la vue de cet événement, c'est que s'il y a bien un événement de diffusion de la culture scientifique qui doit être soutenu, c'est bien celui-ci. Pour moi, l'impact
est pleinement réussi à l'occasion de cet événement. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la recherche auprès du jeune public. Vous faites preuve d'aisance oratoire, vous avez des qualités pour vulgariser vos recherches et vous avez aussi favorisé les interactions avec les lycéens. Au début, ils étaient tous un peu timides. Ensuite, ils ont posé plein de questions et au final, on n'a même pas pu faire en sorte qu'ils puissent tous poser leurs questions. Donc, merci pour ce moment et j'ai particulièrement apprécié. Je pense que, et en fait, ouais, c'est une énergie, une ambiance qui s'est dégagée de cet événement et qui diffère parfois de l'esprit solennel des événements qu'on peut organiser dans la recherche. Donc, ça fait beaucoup de bien. Le travail et l'engagement du CNRS et de partenaires, là je vais reprendre un peu le côté solennel, c'est de rapprocher science et société. Cela veut dire faire de la science une question que chacun et chacune peut s'approprier. Ça veut dire faire savoir, faire partager, faire expérimenter, de telle manière que la science soit accessible à toutes et à tous. La demande sociale de connaissances scientifiques n'a jamais été aussi forte, même si paradoxalement, les anti-sciences sont très audibles et les fake news très répandues. L'enjeu est de renforcer le lien entre science et société pour élargir la démocratie et les choix collectifs, favoriser le développement de l'autonomie intellectuelle et d'esprit critique et permettre à chacune et chacun d'entre nous de comprendre le monde qui nous entoure et d'y prendre part. Le CNRS, comme nos partenaires, que ce soit l'ANSMA ou l'université, souhaite montrer aux citoyens la valeur des données scientifiques pour que les connaissances générées par les laboratoires trouvent leur juste prise en considération dans les choix sociétaux et individuels. Le CNRS veut aider à décrypter ces recherches pointues et parfois abstraites par des actions de médiation, comme l'événement d'aujourd'hui, mais aussi des visites insolites ou les échappées inattendues. Donc merci à vous tous et toutes d'être présents ce soir pour célébrer ce rapprochement entre la science et la société. Vous pouvez finir, monsieur Hamon. Vous pouvez terminer si vous voulez. Non, mais, ouais, ce que je disais, merci à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup aux doctorants et aux doctorants. Et très belle soirée. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci à vous trois. Pour moi, 3 minutes, 180 secondes, c'est le temps de regarder ma garde-robe et me dire que toutes mes tenues, je peux les remettre, elles datent des années 90. C'est revenu à la mode. Et c'est revenu à la mode. C'est écouter une amie et puis me demander si on n'est pas en train de revivre un épisode de Friends. Je serai Chandler. La Chandler. C'est attendre le début d'une visioconférence, me rendre compte que la caméra est allumée et que je suis encore en train de chanter à tue-tête. Juste devant. C'est avoir pour objectif de lire un livre et un chapitre par soir et puis m'endormir avant même la fin de la première page. Et c'est tombé follement amoureuse et changer d'avis juste après. Oui, et l'amour, comme une thèse, se construit sur des hypothèses fragiles. On cherche, on analyse, on espère une validation. Bon, bref, savourez ces 3 minutes. Fruit des recherches de plusieurs années, des 10 esprits passionnés qui vont suivre. Et n'oubliez pas que 3 minutes, c'est juste 180 secondes. Et pas une de plus. N'oubliez pas non plus que c'est un concours. Et qui dit concours, dit jury. Ce soir, il y aura 3 prix remis par le jury qu'il est grand temps de vous présenter. Nous avons en notre compagnie Madame Milena Véraud, chargée de communication au CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes. Madame Wina Bidot, mandataire du conseil d'administration à la Maïf de Poitiers. Monsieur Hervé Pagnucco, chargé des relations avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, Limousin Poitou-Charentes à la MGEN. Madame Émilie Bouillot, animatrice régionale à la CASDEN Banque Populaire. Madame Myriam Martin-Piquant, monitrice du département à la Banque Populaire Val-de-France. Et Madame Nathalie Leroux, chargée de territoire et responsable RSE à la direction Action Régionale Nouvelle-Aquitaine de EDF. Vous pouvez les applaudir très fort. Ils ont une lourde mission ce soir.
Jury, vous avez les meilleures places, la meilleure vue, donc on compte sur vous pour évaluer au plus juste les performances des candidats qui vont suivre. Une fois que nos candidats et candidates auront seront passés sur scène, le jury donc désignera 3 prix, il quittera la salle, ils auront 15 minutes et pas une de plus. Et vous, à votre tour, ce sera à vous de jouer. Voilà, pendant ce temps-là, vous, public, vous allez décerner le prix qui porte le même nom que vous, hein, le prix du public. Et de retour dans la salle, nous annoncerons les résultats. Les doctorants sélectionnés vont pouvoir accéder à la finale régionale Nouvelle-Aquitaine qui se tiendra le 10 avril à l'Université de La Rochelle. Et avec des doctorants et doctorantes des universités de La Rochelle, Pau et Pays de l'Adour, Bordeaux, Bordeaux-Montaigne et Limoges. Donc si vous passez par là, vous pourrez aller les encourager. Nous allons donc dans quelques secondes pouvoir démarrer le concours, mais avant, Apolline. Ultime consigne, si vous avez des téléphones portables, je vous invite à les éteindre. Si vous voulez prendre des photos, c'est possible, mais sans flash. Et si toutefois vous les partagez sur les réseaux, eh bien n'hésitez pas à taguer en mettant les hashtags MT180. Ou encore hashtag MT180 Poitiers. Faire tenir des années de recherche en 180 secondes, ce n'est pas une tâche impossible. Mais c'est quand même un défi de taille. Aujourd'hui, en 3 minutes, vous ne saurez pas tout. Il y aura suffisamment d'informations quand même pour que ça puisse éveiller votre curiosité et vous donner envie, on l'espère, d'en savoir plus. Alors, pour les encourager une dernière fois, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos doctorants éclairés. Oui. Attendez. Parce que Monsieur Hamon l'a évoqué tout à l'heure. Il y avait un mur de 800 lycéens. Vous ne pouvez même pas imaginer l'ambiance que c'était. On aurait cru un stade de foot en pleine Coupe du Monde en 98 parce que j'ai plus de 40 ans. Donc, vous allez me faire le même tonnerre d'applaudissements pour les doctorants et doctorantes de ce soir. Et nous allons tout de suite commencer avec Dina Abou Antoun du laboratoire RP Psycaps, recherche en psychopathologie et psychanalyse clinique de l'acte et psychosexualité, avec une thèse intitulée « La fonction paternelle dans les familles lesbo-parentales ». Dina Abou Antoun. Alors Dina, j'ai une petite question. Lors de cette préparation, tu as rencontré des gens que tu connaissais pas. Vous avez sympathisé. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme une nouvelle famille? Ah, attends, ton micro, je sais pas s'il est branché. Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir une technicienne sur place, s'il vous plaît? Notre technicienne s'appelle Grace, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Grace. Non, toujours pas. Est-ce qu'on va devoir faire venir un autre technicien? Non, il n'est pas muté. Je le dis, je parle à voix haute. Allô? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, est-ce que vous avez une nouvelle famille alors, hein? On reprend là où on s'est arrêté. Plus maintenant, non. Non, si. Pardon? Les pauvres, ils sont en larmes derrière. Si, la famille MT180, bien sûr. La famille MT180, ils sont tous docteurs, ou en tout cas en phase de le devenir. Est-ce qu'on appellerait ça pas plutôt une famille doctoparentale? Si, tout à fait. Ouais, ça vous va? Doctoparentale, oui. Super. Eh bien, pour nous parler de votre sujet, je vous laisse la place, vous donnez le signal, et Merci. à votre signal, c'est parti. Dans un royaume invisible mais bien présent, celui du psychisme humain, travaille une vieille petite dame qu'on appelle fonction paternelle. Depuis le début de sa carrière, Dame Fonction Paternelle occupe un petit bureau dans le domaine de la famille, depuis toujours et pendant très longtemps dirigé exclusivement par papa et maman. Eh bien, Dame Fonction Paternelle est employée par papa. C'est même son tout premier patron. C'est pour ça qu'on l'appelle fonction paternelle. Parce que c'était principalement papa qui l'emploie pour aider l'enfant à grandir et à bien se construire psychiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dame Fonction Paternelle est indispensable dans son travail. Elle occupe 3 postes en même temps. Tout d'abord,
Elle apprend à l'enfant à se différencier du reste du monde, à comprendre qu'il est une personne unique, qu'il a un prénom, un sexe, une génération et une famille propres à lui. Ensuite, elle lui montre aussi qu'il y a des règles, des limites, des interdits à respecter pour le bien de tout le monde. Et enfin, elle le prépare doucement à se séparer de ses parents pour affronter le monde par lui-même. Mais à travers le temps, ce royaume du psychisme humain commence à connaître des transformations sociales et politiques très importantes, ce qui donne lieu à de nouvelles formes de famille, dont ce qu'on appelle la famille lesboparentale. Et qu'est-ce qu'une famille lesboparentale? Eh bien, c'est une famille composée de 2 mamans et pas de papa. Pas de papa? Eh oui, ces nouvelles formes de famille inquiètent énormément Dame Fonction Paternelle. Elle avait trop peur de perdre son travail. Comment pourra-t-elle continuer à travailler si papa, son premier patron, n'est plus là? C'est exactement la question que je me pose dans ma thèse. Et pour essayer d'y répondre, j'ai rencontré plusieurs familles lesboparentales, les 2 mamans et leurs enfants, et j'ai trouvé que Dame Fonction Paternelle avait bien fait son travail dans ces familles. Les enfants faisaient preuve d'autonomie, et ils avaient bien saisi les repères et les interdits fondamentaux. Et heureusement, sinon, ils auraient risqué d'évoluer vers ce qu'on appelle la psychose, un monde où la réalité et les limites deviennent floues. Et alors, attendez. Si Dame Fonction Paternelle a bien fait son travail dans une famille lesboparentale en l'absence de papa qui est son premier patron, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui l'aurait employé, non? Ce n'est donc pas l'employeur qui compte, mais l'employée elle-même, Dame Fonction Paternelle. Tout ça pour vous dire que l'inquiétude de Dame Fonction Paternelle n'avait pas lieu d'être en réalité, car peu importe la forme de la famille, elle devrait toujours être employée pour le bien de l'enfant. Et la moralité de l'histoire, c'est que tout enfant a besoin de cette fonction magique qui construit des repères, fixe des limites et ouvre la porte à l'autonomie. Et cette vieille dame est capable de s'adapter à toutes les époques et à toutes les familles, car dans le royaume du psychisme humain, elle reste une héroïne irremplaçable. Dina Abou Antoun, mesdames, messieurs, la première à passer parmi les 10 candidats. Donc maintenant que vous êtes passé, j'imagine que vous êtes soulagés. Oui. Alors je vous laisse aller retrouver votre famille doctoparentale, Dina. Ils la soutiennent derrière, ils ont bien raison. Et maintenant, c'est à vous de soutenir André Lapuyade du laboratoire LMA, laboratoire de mathématiques et applications, avec une thèse intitulée « Classification des contractions divisorielles orosphériques ». André Lapuyade. Alors André, on se doute que cette préparation, c'est pas simple. On passe par des hauts, des bas, des courbes, des pics. Si vous deviez choisir une forme géométrique pour présenter votre parcours dans ma thèse en 180 secondes, ce serait lequel? Comme ça, je dirais un bon vieux cercle. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Il n'y a pas d'angle mort. Ah, il n'y a pas d'angle mort. En tout cas, c'est sûr qu'avec vous, votre énergie, il n'y aura pas de temps mort pendant ces 3 minutes. Donc, je vous laisse donner le signal là-haut et c'est quand vous voulez, André. Imaginez que vous regardez un tableau de loin. Vous voyez des formes, des mouvements, des couleurs. Mais pour vraiment comprendre l'œuvre, il faut s'en approcher. S'en approcher. Analyser chaque détail, s'en approcher encore. Analyser chaque coup de pinceau. En mathématiques, c'est l'inverse. On s'éloigne des détails pour saisir l'ensemble, la structure globale des choses. Cette abstraction est un outil très puissant qui nous permet de saisir les phénomènes complexes, de la physique des particules au fonctionnement des sociétés humaines. L'abstraction est donc une méthode pour voir au-delà du chaos. Et elle nous rappelle que, en nous éloignant un petit peu, en simplifiant les choses, nous en enrichissant notre compréhension. Ma pratique personnelle de l'abstraction, c'est la géométrie algébrique. Alors la géométrie algébrique, c'est l'art d'étudier des formes, des objets, définis par toutes sortes d'équations mathématiques. Alors, ces objets peuvent être simples, comme des droites, des cercles ou des plans, ou incroyablement complexes. Dans ce domaine, mon travail se pose sur une question clé. Comment simplifier ces objets pour mieux les comprendre? Alors pour ça, dans ma thèse, on utilise une méthode
qui va viser à prendre des objets, trouver dans mes objets des endroits qui peuvent être vus comme en trop, pas vraiment utiles. Et par une machinerie précise de littéralement les compresser, les écraser. On appelle cela une contraction, comme par exemple ici passer de la figure A à la figure B. Alors vous vous doutez bien que c'est loin d'être un procédé simple, et pour cela il a fallu trouver une porte d'entrée à ma thèse. Et pour moi cette porte d'entrée s'appelle les variétés horosphériques. Ça fait partie des objets complexes dont j'ai parlé un peu plus tôt. En classifiant, le but c'est donc de classifier ces façons d'écraser des endroits. Et en classifiant ces contractions, nous créons une grande galerie d'art qui répertorie ces transformations. Et en les classifiant, nous découvrons des règles et des motifs qui enrichissent notre compréhension du monde mathématique. Mais ce n'est pas tout. En classifiant ces transformations, nous créons aussi une base solide. Pourquoi ? Une base solide pour résoudre de futurs problèmes qui restent encore à déterminer par les futures générations de mathématiciennes et de mathématiciens. Donc grâce à mes contractions, j'explore la structure fondamentale de mes objets, prouvant que l'abstraction, loin de simplifier à outrance, permet de saisir ce qui est essentiel. Ainsi, à l'inverse du peintre qui s'approche et qui s'approche toujours plus de sa toile pour lui donner vie, mon travail vise à révéler la beauté cachée derrière, cachée au loin, reculer pour voir, abstraire pour comprendre. André Lapuyade! Eh bien écoutez André, j'espère que cette abstraction, ces lignes, ces droites vous mèneront loin dans le concours. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous laisse retrouver vos petits points mathématiques qu'il y a là-bas dans les loges. Merci André. André Lapuyade, mesdames, messieurs. C'est maintenant au tour de Sarah Fournier, du laboratoire 4CS, canaux et connexines dans les cancers et cellules souches, avec une thèse intitulée « Impact de la GJA1-20K, une forme courte de la connexine 43, sur un modèle de cellules cancéreuses prostatiques métastatiques osseuses ». Sarah Fournier. Alors Sarah, je vais pas vous mentir, mais à la lecture de votre sujet, j'ai potassé. J'ai vraiment bossé, je suis allé voir des trucs, plein de trucs. Et donc j'ai décidé de vous poser une question dans un langage que vous allez pouvoir comprendre. Okay, donc par contre pour le public, vous répondez en français. Comme ça au moins ils comprennent. Alors Sarah, X42 XVW15 789 1942. Exactement. Et oui. Notre sujet thèse peut parfois paraître compliqué à la lecture du titre, mais là est tout l'enjeu de ce concours. C'est-à-dire vulgariser et faire en sorte que notre sujet soit compréhensible par tout le monde de façon laconique, donc claire et concise. C'est vachement plus clair que ce que j'ai dit. En tout cas, je vous souhaite de réussir. Prenez une grande respiration et X42 12. Il était une fois une gentille petite famille de cellules vivant au sein de leur doux foyer, la prostate. Tous les jours, cette petite famille hyper connectée s'envoyait des messages grâce à leur moyen de communication favori, une protéine du nom de connexine 43. Mais un jour, une crise familiale éclata et certaines des adolescentes ne voulaient plus dialoguer avec les autres membres de la famille. Alors, elles décidèrent de ranger leur connexine 43. Ainsi, elles ont rompu toute forme de communication, et ceci de façon non négociable. Ce comportement fut perçu tel un véritable cancer par tous les membres de la famille. Alors, certaines prirent le bateau, afin de voguer sur l'océan de la circulation sanguine, vers de nouveaux horizons, comme les eaux. Et comme pour tout emménagement, il leur a fallu un certain temps d'acclimatation. Après tout, elles avaient désormais de nouvelles voisines, les cellules osseuses, avec qui il fallait bien dialoguer. Alors, elles ressortirent leur connexine 43, et ainsi, elles ont pu établir leur nouveau foyer, les métastases osseuses. Mais quelques temps plus tard, certaines des cellules du foyer des métastases se sont mises à changer de version de connexine 43 pour un modèle réduit, la GJ1-20K. Vous me direz, c'est simplement un autre moyen de communication entre cellules. Mais pourquoi changer de version pour un modèle réduit qui jusqu'alors n'est utilisé que par
quelques cellules du foyer cardiaque, de lointaines voisines? C'est la question à laquelle je tente de trouver une réponse. Et pour ce faire, j'utilise nos 2 modèles de cellules cancéreuses prostatiques, une possédant l'AGG en 20K et l'autre non. Et je compare les deux à travers différents tests qui me permettent de mesurer leur capacité de communication et de résistance à différents stress. Et j'ai alors pu observer que celles qui possèdent l'AGG en 20K communiquent de façon bien plus importante par rapport à celles qui n'ont que la connexine 43 classique. Et d'ailleurs, ces cellules résistaient également davantage à leur environnement et aux différents stress que peut ressentir une cellule cancéreuse, à savoir le manque d'oxygène et le manque de nutriments. Mais attendez, cela signifie que les cellules du foyer métastatique, vous savez, cellules de la prostate qui ont envahi les os, eh bien, elles résistent davantage au détriment des autres cellules saines, conduisant à la destruction de leur environnement. À savoir ici, les os, qui se détériorent alors à petit feu. Il faut donc trouver une solution le plus rapidement possible, en comprenant comment les cellules du foyer métastatique, qui sont composées de ces cellules rebelles, se mettent en place. Grâce à mes travaux de recherche, j'espère pouvoir un jour finir cette histoire par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Car après tout, ces cellules rebelles mènent la vie dure à plus de 60 000 nouvelles personnes chaque année en France. Sarah Fournier. Mais écoutez, Sarah... Ah ouais, vous êtes venue avec votre fan club? Tout le BBS. Pardon? Tout le BBS. Toutes les BS, c'est quoi les BS? Non, c'est notre bâtiment. Ah, tout le bâtiment BS, c'est ça? Je comprends rien à ce qu'elle dit, même quand elle dit des mots français. Bon, en tout cas, Sarah Fournier, merci beaucoup. Félicitations. À tout à l'heure pour les résultats. On applaudit bien fort Sarah Fournier, s'il vous plaît. Nous allons maintenant écouter Loïc Drieux-La Rochelle de l'Institut XLIM avec une thèse intitulée Polyédrisation réversible de surface discrète 3D. Loïc Drieux-La Rochelle. Alors Loïc, votre préparation là pour ce concours, ça s'est passé comment? Vous l'avez préparé en 2D, en 3D ou comme au Futuroscope en 4D? Je suis principalement resté dans votre dimension en 3D, mais j'ai un peu rédigé en 2D. Ah oui, c'est malin. En tout cas, pour le public, je vous souhaite de nous en mettre plein la vue, autant que dans les attractions du Futuroscope, avec vos voxels et vos histoires incroyables. Imaginez une sculpture. Pas une sculpture ordinaire, une œuvre un peu étrange, brute, composée par un assemblage de petits cubes. Ces petits cubes sont l'équivalent des pixels, mais en 3D. On les appelle des éléments de volume ou des voxels. Et notre sculpture, elle, est une image issue d'une IRM ou d'un scanner. Maintenant, imaginez qu'on veuille transformer notre sculpture pour la rendre plus lisse, plus esthétique, afin de proposer aux médecins une représentation différente qui permettrait d'améliorer le traitement des patients. Je veux tailler dans ma sculpture des faces planes, comme si l'on taillait un diamant. Voilà, je suis un sculpteur, un joaillier, ou plutôt un géomètre discret. Mais rien à voir avec des missions d'espionnage. Le domaine du discret, c'est un domaine des mathématiques où les éléments sont séparés, au contraire du domaine continu. Et nos objets discrets sont alors composés d'un assemblage d'éléments simples, comme les pixels en 2D ou nos fameux voxels en 3D. Pour tailler ma sculpture, j'ai besoin de 2 étapes bien distinctes. Dans la première, je vais chercher à comprendre ma forme, à l'analyser et à la découper. Je recherche des zones planes, pas forcément horizontales ou verticales. Non, je cherche des zones où les pentes en marche d'escalier sont régulières. Cette première étape est une étape de segmentation. Ensuite, c'est là que tout prend forme. Je place mes sommets, je trace mes arêtes,
J'assemble mes morceaux de plan les uns après les autres jusqu'à ce que je reconstruise ma forme finale. Mais attention, la forme que je reconstruis doit rester très similaire à la sculpture originale. Il ne faut pas que je retire trop de matière car mon travail peut être utilisé pour reconstruire des cœurs, des cerveaux ou des tumeurs. Et là, pas trop la place pour la créativité. Bien que ce problème semble concret, il pose une question plus profonde. Comment relier les domaines discrets et continus? Comment, d'un assemblage de petits blocs, on peut reconstruire une forme globale plus homogène et plus esthétique? Derrière chaque reconstruction, il y a une danse entre les deux domaines, un dialogue mathématique qui permet de mieux comprendre les objets et de mieux les analyser. La visualisation de ces reconstructions permettrait aux médecins de mieux comprendre les formes et les objets, de mieux les analyser, de mieux préparer les opérations à venir, pour au final apporter de meilleurs soins. Loïc Drieux, La Rochelle. Bravo Loïc. Mettez-vous comme ça pour voir Loïc. Le penseur de Minecraft. Merci Loïc. Bonne soirée, bonne continuation. À tout à l'heure. Attention à la tête. Ouais, parfait. Et maintenant, nous allons écouter Emanuela Théodoré du laboratoire CEREG, Centre de recherche en gestion, avec une thèse intitulée « Les entrepreneurs face au dilemme de rentabilité financière ou de performance sociale ». Emma Théodoré. Elle aussi, apparemment, elle n'est pas venue seule. Alors, Emma, vous allez nous parler dans quelques instants d'un dilemme. J'en ai un à vous poser. Pour cette préparation, c'était plutôt rentabilité humaine ou performance scénique? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, donc j'essaie de... Le micro. Attendez, ne bougez pas. Non, il est bien allumé ici. Grâce. C'est stressant pour nos candidats. Vous pouvez les encourager parce que c'est pas prévu quand même. Ah oui, mais parle. Bonsoir. Je crois qu'on vous l'entendez là? Vous m'entendez? Alors c'est bon. Alors vous pouvez l'encourager très très fort s'il vous plaît. Les aléas du direct. Donc ce dilemme, Emma, vous vous rappelez ou vous voulez que je vous la repose? Non, je me rappelle. Super. Bon. Donc je pense que j'ai essayé de concilier les deux, mais le plus important c'est de profiter de ce moment et garder le sourire. Vous m'avez laissé sans voix, Emanuela, mais une chose est sûre, c'est que je suis certain que vous cochez les deux cases, donc bonne chance. Merci. Faire du profit ou avoir un impact positif? Plus que jamais, cette question résonne dans le monde des affaires et devient un véritable dilemme pour les entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est une personne talentueuse, comme vous et moi, qui décide de créer une entreprise. Dans ma thèse, je m'intéresse à deux types d'entrepreneurs. D'abord, les entrepreneurs classiques qu'on connaît très bien. Ils occupent 80% du marché et sont présents dans tous les secteurs d'activité, comme l'agriculture, le commerce, le numérique, et j'en passe. Leur objectif est de gagner de l'argent grâce à leurs idées innovantes. On peut les comparer à des renards, car ils sont rusés, rapides et audacieux. Depuis une vingtaine d'années, un second type d'entrepreneur apparaît, les entrepreneurs sociaux. Ils cherchent avant tout à aider les autres avec l'argent qu'ils récoltent de leurs activités commerciales. Ils soutiennent des causes qui leur tiennent à cœur, comme la lutte contre la pauvreté ou le changement climatique. On les voit comme des abeilles travailleuses, solidaires et tournées vers l'intérêt collectif. En 2024, ils représentent 14% des emplois privés en France, 200 000 entreprises et 2,38 millions de salariés. Une question qui m'anime à ce moment en tant que financière, comment peut-on gagner de l'argent et aider les autres? D'ailleurs, les termes entrepreneur et social semblent être contradictoires, vous ne trouvez pas? Curieuse, je suis allée interroger nos entrepreneurs dans leur habitat naturel. Très vite, j'ai remarqué un grand problème.
Au bout de 3 ans, les abeilles ont épuisé l'intégralité de leurs ressources en voulant trop aider. Et de l'autre côté, les renards consomment tellement qu'ils contribuent même inconsciemment à la dégradation de la planète. Il fallait trouver une solution. Depuis plusieurs mois, je travaille avec les entrepreneurs pour tenter de construire ensemble un modèle hybride capable de concilier mission sociale et performance financière. Ce n'est pas une tâche facile. À ce jour, j'en retiens une leçon importante. Réussir, c'est bien, mais réussir avec de l'impact, c'est encore mieux pour garantir un succès durable. Henry Ford avait raison en disant « L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si elle fonctionne uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi parce qu'elle n'aura plus de raison d'être. » Donc les entreprises classiques doivent intégrer des actions sociales pour garder une bonne image et fidéliser leurs clients. Les entreprises sociales, elles, doivent gagner de l'argent pour ne plus dépendre des aides extérieures et continuer à aider. C'est ainsi que je travaille pour établir l'équilibre dans le monde des affaires entre les abeilles et les renards. Donc ensemble, créons un avenir responsable et durable. Emma Théodoré. Alors merci Emma, écoutez, j'ai envie de dire que grâce à vous, j'espère qu'il y aura de moins en moins de renards solitaires, mais de plus en plus de renards solidaires, ou devrais-je dire des Bernards solidaires. Bref, merci beaucoup Emma Nuela Théodoré. Maintenant, nous allons écouter Clément Mauban de l'Institut Péprime, avec une thèse intitulée « Études numériques et expérimentales des ondes de batillage de navires en milieu confiné et leur impact sur les berges de rivières ». Clément Mauban. Alors, bon, Clément, la première fois que je vous ai vu, je vais pas vous mentir, je me suis dit, ce mec-là ne fait pas de vagues, c'est sûr. Et au final, après vous avoir entendu, je me suis rendu compte que oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bah, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, hein, je pense. Oui, il cache bien son jeu, je peux vous le dire. Donc Clément, je vous souhaite non pas de faire des vagues, mais de nous emmener avec vous sur le fleuve de votre connaissance. À votre signal, c'est quand vous voulez. Soyons honnêtes, qui, parmi vous, est venu ici par bateau ? A priori, personne. Et pourtant, c'est étonnant, car des cours d'eau, voyez-vous, il y en a partout. Alors certes, pour nous, c'est un peu lent, mais pas pour nos marchandises. Et justement, il y a un peu plus d'un siècle, celles-ci voyageaient principalement par bateau. Aujourd'hui, après avoir traversé les océans, vogué dans les rivières, elles s'arrêtent sur les côtes, dans quelques grandes villes. Le problème, c'est que excusez-moi. C'est que les bateaux, quand ils avancent, ils génèrent des vagues. Ces vagues, elles provoquent non seulement un abaissement du niveau de l'eau autour de la coque, et en plus, ensuite, elles se propagent. Elles se propagent et elles finissent où ? Sur les berges. Donc plus des bateaux vont passer, plus les berges vont s'éroder, vont se dégrader, et donc finir au milieu de la rivière. Sauf que ça, nous, on ne peut pas le laisser faire. Surtout si notre objectif est de réduire le nombre de camions sur les routes. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Top, principale solution technique utilisée pour consolider les berges. Je suis un matériau de construction, notamment constitué de chaux et de silice. Technique ancestrale, notamment utilisée par les Romains. Je suis... Oui, le béton. Bah non, des kilomètres de digues en béton. C'est complètement dépassé. J'ai une autre proposition. Utilisons des plantes, des roseaux par exemple. Ou alors, ralentissons les bateaux aux endroits sensibles. Mais pour cela, il faut mesurer précisément l'interaction entre les vagues et l'environnement. L'objectif de mon travail est de reproduire des berges, afin de mesurer l'impact de la navigation. Pas des vraies berges, car figurez-vous que 20-25 mètres de long par 1 km de large, j'ai beau chercher, ça rentre pas dans mon bureau. Alors, pas le choix, je le fais en miniature. Sauf que la nature, elle est bien faite. Car figurez-vous qu'en déplaçant mes coques à une vitesse
un peu plus faible que dans la réalité, mais précisément donné par les mathématiques, j'obtiens les mêmes motifs de vagues que dans la réalité. Alors de là, je peux mettre des capteurs, utiliser des sondes et même des lasers pour accéder à plein de données normalement invisibles dans la nature. Alors, de mesure en mesure, il devient possible d'améliorer l'impact de la navigation et donc de préserver à la fois l'environnement et en même temps d'améliorer les besoins économiques. Alors, peut-être que dans quelques années, quand vous commanderez votre prochaine étagère en kit, vous vous direz, avant qu'elle arrive chez vous, qu'elle pourra avoir glissé sur la rivière plutôt que roulé sur du béton. Entre les deux, moi j'ai choisi. Et vous ? Clément Mauban! Bravo Clément, vous êtes arrivé au bout? Ouais. Ouais. Oui, j'ai réussi à reprendre quand même. Bah, vous êtes arrivé au bout, vous avez juste profité du paysage, vous avez fait une petite pause et vous êtes revenu sur le bon canal et nickel quoi, rien à dire. J'ai eu un gentil public aussi, il faut bien l'admettre. Merci beaucoup. Merci Clément Mauban. C'est maintenant au tour d'Armand Grumel, du laboratoire URP3F, unité de recherche pluridisciplinaire, prairies et plantes fourragères, avec une thèse intitulée « Définition assistée par modèle d'un idéotype de luzerne pour un usage en couvert permanent avec des céréales ». Armand Grumel. Apparemment, Armand, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec quelques plantations là-bas dans le fond qui font du bruit et qui ont des panneaux. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, donc, oui, elles sont venues vous encourager. Bon. Donc, Armand, revenons à nos plantations, justement. Vous êtes préparé pour cette thèse. Comment vous avez cultivé ça dans votre tête pour arriver au résultat final ? C'est un sujet qui me passionne, que je trouve important, alors je suis parti de ça pour essayer de transmettre ça au public. Ok, et ben j'espère que vous allez chez eux germer un élan de curiosité. À votre signal, c'est quand vous voulez. Salut, je suis un épi de blé. Ah, vous m'aviez forcément reconnu. En même temps, 10 000 ans de relation, ça rapproche. Mais depuis peu, les choses se sont pas mal intensifiées entre nous. Alors c'est simple, vous ne me refusez plus rien. Si j'ai faim, fertilisant. Des mauvaises herbes me menacent, herbicide. Un problème, un traitement. Alors ok, je n'ai jamais autant produit. Mais tous vos efforts me mettent mal à l'aise. Vous ne vous rendrez peut-être pas compte. Mais moi, oui. Vous épuisez les sols. Vous polluez l'air et les cours d'eau. Cette relation intensive n'est plus tenable. Je dois repartir sur des bases plus saines. Une nouvelle relation, avec une plante, qui serait à la fois mon compagnon et mon allié. J'en ai parlé à des scientifiques, et ils m'ont présenté la luzerne. Ah, vous ne la connaissez pas ? Moi non plus à la base. Je vais vous la présenter. Elle est fantastique, vous allez voir. Elle est belle, avec ses délicates fleurs violettes et son feuillage dense et vert. Ensemble, on pourrait se protéger mutuellement. Et elle pourrait même me nourrir. C'est une des rares plantes capables de fertiliser le sol en azote. Et moi, l'azote, j'adore ça. Alors on a emménagé ensemble. Et ça a été horrible. Elle prend toute la place, elle me pousse par-dessus. Impossible de cohabiter. Mais je ne perds pas espoir. Après tout, des luzernes, il en existe plein de variétés. Des grandes, des petites, des calmes, des nerveuses. Mon idéal doit forcément s'y trouver. Alors, pour me trouver la luzerne de mes rêves, j'ai missionné 7 humains. C'est là que j'entre en scène. Et je me mets au travail. J'ai commencé par cultiver du blé et tout un tas de luzernes diverses et variées. Le but était de voir lesquelles se démarquent. Mais là encore, la cohabitation coince un peu. En fait, petit blé, la luzerne que tu cherches, elle n'existe pas encore. Le but de ma thèse sera de te la décrire, de proposer un cap aux chercheurs en génétique pour orienter la sélection de nouvelles variétés. Le champ des possibles est large. Alors pour mieux l'explorer, je crée des programmes informatiques dans lesquels je peux simuler leur vie de couple.
comment le blé et la luzerne poussent ensemble, en relation l'un avec l'autre et avec leur environnement. Je peux même simuler des variétés de luzerne qui n'existent pas encore, tester des combinaisons de caractéristiques inédites pour m'approcher au plus proche de l'idéal. Tout ça pour la trouver. La luzerne avec laquelle, c'est sûr, ça va matcher. Armand Grumel. Alors, Armand, avant de vous quitter, si vous voulez bien, je vais m'adresser à votre personnage, au petit blé là. Voilà, donc il est là? Oui, il est là. Il est super. Il est avec nous. Tu vas trouver, petit blé. Tu vas trouver l'amour un jour, c'est sûr. Merci. Voilà, je t'encourage, petit blé, vas-y. Et Armand, à tout à l'heure, merci. C'est maintenant au tour de Chloé Bertolini du laboratoire LEP, laboratoire d'économie de Poitiers. Avec une thèse intitulée « Prévention en santé et qualité de vie au travail dans la fonction publique territoriale. Mesurer le bien-être au travail et les effets des actions de prévention ». Chloé Bertolini. Alors, Chloé, donc j'imagine préparer une thèse en 180 secondes comme vous l'avez fait, c'est une forme de travail. Tout à fait. Très bien. Donc sur une échelle de 1 à 10, vous diriez que vous vous êtes senti comment en termes de bien-être lors de cette préparation de concours? Sur la préparation, 10 sur 10 sans hésiter. J'espère être à 12 dans 3 minutes. Oh, ok. Eh bien écoutez, je vous souhaite d'être au top de votre forme et au signal, c'est à vous Chloé. Encore 15 ans avant la retraite. Ah, ça va être long. Entre mes collègues qui me disent à peine bonjour, les dossiers qui s'empilent de plus en plus et les supérieurs qui nous mettent la pression pour réduire de moitié leur délai de traitement, il faut toujours qu'on se dépêche. Mais Bernard, pourquoi tu te mets dans cet état? C'est beaucoup trop long, 15 ans, pour continuer à travailler dans ces conditions. Des solutions existent. Nous, par exemple, aux espaces verts, on a des machines qui s'adaptent en hauteur pour éviter de se faire mal au dos. On s'échauffe tous les matins pour limiter les risques de blessures. Et on a des échanges réguliers avec nos encadrants pour discuter des difficultés rencontrées. Élise, 22 ans, vient d'être recrutée au service espace vert de sa ville. Et elle semble ravie du fonctionnement. Contrairement à Bernard, à la mairie, régulièrement confrontée à la charge de travail, la pression et des mauvaises relations de travail. Ce sont des facteurs de risque psychosociaux. Alors vous allez me dire, psycho quoi? Psychosociaux. Ce sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale, comme le stress, les conflits, la violence, qui sont généralement engendrés par les mauvaises conditions de travail, l'organisation du travail et les relations sociales. Ces risques psychosociaux ont des conséquences néfastes pour les salariés. Arrêt maladie, épuisement professionnel, pouvant même aller jusqu'au suicide. Mais stop. Arrêtons-nous quelques instants sur arrêt maladie. Comment je le sais, moi, que ce sont précisément ces conditions de travail qui sont responsables en grande partie des 8 millions d'arrêts maladie indemnisés chaque année par l'assurance maladie? Grâce aux enquêtes conditions de travail réalisées par le ministère du Travail. J'ai donc collecté et analysé les données de 36 000 individus interrogés en 2013, 2016 et 2019 pour expliquer l'arrêt maladie à l'aide d'un algorithme. C'est une méthode statistique qui me permet de faire le lien entre le fait que les salariés prennent des arrêts maladie et leurs conditions de travail. Mais ce n'est pas tout, car il me faut aussi prendre en compte des critères démographiques comme l'âge ou le genre, des critères d'environnement de travail comme le métier, le contrat, ou encore des critères de santé, comme la maladie chronique ou les limitations physiques, par exemple. Alors l'algorithme mélange tout ça et me dit que lorsque Bernard est exposé à des mauvaises conditions de travail, il a plus de risques qu'Élise de déclarer au moins un arrêt maladie, et qu'en plus, celui-ci durera plus longtemps. Mais les risques psychosociaux ont des conséquences tout aussi néfastes pour vous, chers employeurs. Atteinte à l'image de votre organisation, augmentation des coûts liés à l'absentéisme, et perte de qualité des produits et du service. Alors moi, je vous fais confiance pour choisir des mesures de prévention adaptées. Et en réduisant les risques auxquels vos collaborateurs sont exposés, vous préservez leur santé physique et mentale, vous contribuez à une meilleure performance de votre organisation et vous limitez ainsi les coûts engendrés par l'absentéisme. Alors, cap ou pas cap ? Chloé Bertolini. Alors, Chloé,
Maintenant, sur l'échelle de 1 à 10, là, le bien-être, il en est où? On est monté à 15. On est monté à 15 carrément. Sans Super. Maintenant, attention, je m'adresse à Bernard. Comment ça va, Bernard? Dans quelques mois, ça ira mieux. Ouais, encore 15 ans à tenir, Bernard. Voilà, bon courage. Allez, merci beaucoup, Chloé Bertolini, messieurs, dames. On appelle maintenant Eri Rakotonjai Nibé du laboratoire CEREG, Centre de recherche en gestion, avec une thèse intitulée « Mesure de la performance de la marque de l'artiste basée sur le capital client de la marque ». Eri Rakotonjai Nibé, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ah, lui aussi venu avec son fan club, ou avec la moitié de l'IAE, on sait pas. Oui, c'est ce que je dis. La moitié bruyante, apparemment, de l'IAE. Donc, Eri, vous travaillez sur le capital marque, sur l'artiste et tout ça. Donc, question, est-ce que dans cette préparation et dans votre présentation, vous avez un peu mis votre côté artiste? J'espère en tout cas. Et en tout cas, j'ai essayé de donner le maximum de ce que j'ai. Et j'espère que vous allez apprécier. Mais c'est sûr, vous allez apprécier. Voilà, tu vois. Donc, merci. Au signal, Eri, c'est à vous. Il était une fois un jeune homme avec un rêve un peu farfelu. Devenir le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu. Pour cela, il s'est entraîné sans aucun répit, jusqu'à devenir enfin Marketing Man. Bon, je vous l'accorde, ça n'a pas l'air aussi cool que Superman. Et pourtant, c'est 100 fois mieux. Voyez-vous, Marketing Man dispose d'un très grand pouvoir. L'art d'utiliser la marque dans l'édition pour apporter aux œuvres le maximum de valeur, conquérir le cœur des consommateurs et aider les artistes à affronter leurs milliers d'ennemis sur le marché. Et oui, vous l'aurez sans doute compris, ce super-héros brave, ambitieux et courageux, eh bien, c'est moi. Et vous savez ce qu'on dit, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. La mienne, c'est d'aider les artistes à vendre sans difficulté. Et aussi à les rassurer lorsqu'ils doutent. C'est bien beau, Marketing Man, mais qu'est-ce que tu pourrais concrètement m'apporter? Eh bien, grâce à moi, la performance de ta marque sera décuplée, si tu le dis. Mais la performance d'une marque, est-ce que ça peut se mesurer? T'inquiète pas, je fais une thèse à ce sujet. Me voici donc embarqué dans un très très long périple à la découverte des différents outils de mesure possibles. J'entame de longues recherches et là, c'est la révélation. Je découvre le capital marque. Son super pouvoir, mesurer la valeur d'une marque à travers ses 4 dimensions, la notoriété, l'association, la qualité perçue et la fidélité. Mais 4 dimensions, ce n'est réellement pas suffisant. Et puis, est-ce adapté aux artistes et leurs spécificités? Non. Mon objectif, c'est de découvrir les dimensions émotionnelles de la marque, encore inexplorées. Pour cela, première mission, je pars enquêter auprès de vous, les consommateurs, pour comprendre ce qui donne au produit sa valeur. Deuxième mission, je réalise une ethnographie, c'est-à-dire une collecte des avis via les communautés en ligne. Troisième mission, je fais l'analyse statistique de mes données. Résultat, tenez-vous bien, j'ai découvert 2 dimensions supplémentaires. La sympathie, ou à quel point est-ce que vous appréciez la personnalité de la marque, et l'empathie, à quel point est-ce que son storytelling vous touche. Ça y est, j'ai donc pu réaliser mon rêve d'enfant. Je suis devenu un vrai super-héros. Et mon super pouvoir, c'est d'offrir aux artistes une fin heureuse à leur histoire, pour qu'eux aussi, ils puissent vivre heureux et avoir beaucoup de succès. Et ça, les amis, c'est tellement plus cool que Superman, vous trouvez pas? Eri Rakotonjai Nibé, messieurs, dames. Marketing Man. Oui. Je suis un artiste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Est-ce que ma tenue est suffisamment bien? Oui, il est parfait, Jean-Philippe. Merci, venant de quelqu'un d'aussi bien habillé. Je prends ça comme un compliment. Merci beaucoup, Eri. Et le temps passe
parce que c'est déjà l'heure d'écouter le dernier doctorant, Pierre Baumy, de l'Institut P', avec une thèse intitulée « Sources aéroacoustiques en façade de bâtiments, études expérimentales et numériques ». Alors, il y en a qui sont venus avec des plantes, vous êtes venus avec un immeuble carrément. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Donc Pierre, petite question rapide, dans des termes que vous allez comprendre vous aussi. Je vous pose la question, vous me répondez, on fait simple, on va vite, vous êtes le dernier, il faut accélérer. Vous entendez ça? Le silence. Comme c'est agréable quand après une longue journée chargée, on rentre chez soi et on se laisse envelopper par sa présence réconfortante. Eh bien, j'ai de plus en plus l'impression qu'on a de la chance de la voir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous en convaincre. Tom et Léa, un jeune couple fort heureux, vient d'avoir un enfant et décide d'emménager dans un appartement plus grand pour l'accueillir. Bon là, vous me direz, un enfant ça fait du bruit, mais il y a vraiment besoin de faire une thèse là-dessus. Non, il n'y a pas besoin de faire une thèse là-dessus, je ne fais pas une thèse sur le bruit des bébés, mais laissez-moi continuer mon histoire. Leur immeuble est magnifique, orné d'éléments décoratifs sur la façade, ils en sont très fiers. Mais un jour, ça tourne mal, il y a du vent. Et ces si beaux éléments de façade se mettent à siffler si fort que tout le monde se réveille. Le bébé pleure, c'est la catastrophe. La tempête dure 3 jours et impossible de dormir, vous imaginez l'horreur? D'ailleurs, avez-vous aussi déjà entendu un bâtiment faire du bruit lorsqu'il y a du vent? Et là, on pourrait se dire, attendez, avec tout le savoir et la technologie qu'on a aujourd'hui, les architectes n'auraient pas pu prévoir à l'avance qu'ils construisaient un sifflet gigantesque? Eh bien non. On ne connaît pas encore très bien ces phénomènes et les anticiper encore moins. Et vous savez ce qu'on fait quand on ne sait pas quelque chose? On recherche. Et là, celui qui cherche comment prévoir si un bâtiment sera bruyant dans le vent, c'est moi. Alors comment je vais m'y prendre pour résoudre un tel problème? D'abord, j'ai étudié ce qu'on savait sur le bruit et sur le vent. J'ai vu que tous les bâtiments ne faisaient pas le même type de bruit. J'ai donc décidé de les classer. Mais là, comment prévoir à l'avance comment les classer si j'ai pas entendu le bruit qu'ils allaient faire? Face à cette impasse, mon esprit artistique m'a sauvé. Tenez-vous bien. Et si ces immeubles étaient de grands instruments de musique avant? Je crée alors un tableau qui associe de vrais instruments de musique à des immeubles selon le type de bruit qu'ils émettent. Et en observant des ressemblances entre les deux, je résous mon premier problème. Je peux prédire à l'avance quel type de bruit un bâtiment fera selon sa forme en le comparant à un instrument de musique. Par exemple, celui-là est une flûte, celui-là une harpe éolienne. Et en utilisant les formules de l'acoustique des instruments de musique, déjà bien connues des chercheurs, je peux déterminer à l'avance et avec précision quel bruit un bâtiment fera ou non lorsque le vent soufflera. Et comment le modifier pour que le bruit disparaisse. Maintenant, pour vérifier que ma théorie est la bonne, place à la pratique. En plaçant des maquettes d'immeubles dans la soufflerie de mon laboratoire, je vérifie qu'ils font bien le bruit que j'ai prédit. Et si tout ça marche bien, des gens comme Tom et Léa ne seront réveillés plus que par leur bébé et pas par le vent. Merci. Pierre Baumy. Eh bien, écoutez, Pierre, merci pour votre présentation. J'ai moi-même une fille en bas âge et un bâtiment qui siffle, donc ce serait sympa si vous pouviez venir à la maison pour... avec plaisir, Jean-Philippe. Ouais, très bien. Un plaisir. Eh ben, on se voit après, je vous donnerai mes coordonnées. On dit qu'on fait comme ça? Très bien, merci. Salut Pierre. Merci beaucoup, Pierre Baumy. Eh bien, vous pouvez continuer à les applaudir parce que c'est le moment de les retrouver tous. Ouais, applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Allez-y avant moi, allez-y avant moi. Avec Dina, André, Sarah, Loïc, Emmanuela, Clément, Armand, c'est pas grave, Chloé,
et Pierre. Ils ont relevé le défi. Vous pouvez être super fiers de vous. Bravo à vous. Merci. Plus de bruit pour eux, s'il vous plaît. Allez, montrez-leur un petit peu vos encouragements. Allez, c'est reparti. André, Sarah, Dina, Loïc, Emmanuel, Clément, Armand, Chloé, Eri et Pierre. Au-delà de concurrents, au-delà de participants à un concours, c'est de vrais sentiments d'amitié et de copinage qui sont nés de cette promo 2025. Donc ça a été très agréable de les accompagner ce soir. On les remercie. Et maintenant, cher jury, la lourde tâche Là, vous pouvez y aller. incombe. Vous pouvez y aller. Ils vont C'est le voter temps là. Donc ils vont voter. Donc maintenant, allez vous cacher. Voilà. de délibérer. Donc effectivement, jury, vous allez avoir une mission, celle de délibérer pour le premier, deuxième et troisième prix du jury. Et on vous libère pour délibérer en espérant que vous fassiez les bons choix pour libérer et délivrer les candidats. Et maintenant, public, eh bien vous aussi, rappelez-vous, vous avez un petit jeton. Juste à l'entrée, vous avez les tubes de tous les candidats. Vous allez pouvoir faire une petite pause de 15 minutes et ainsi aller voter juste là, à l'entrée. I'm running out of drinks and all these tastes like bittersweet. Does it really worth the try? I think I'm losing my mind. Can anybody save me from those tears? Those struggles in my mind, those odds against my will. Can anybody make an end? Or should I get it out myself? Some say this is the chance to make it through, but you don't even know what I have been through. When will I learn? When will I know it's only me who's stopping me from moving forward? Sometimes I'm feeling trapped with this music in my mind. Oh, I cannot see myself just doing something else. Oh, I can't leave everything behind. Leave everything Can anybody save me from those tears? Those struggles in my mind, those odds against my will. Can anybody make an end? Should I get it out myself? Ça y est, c'est l'heure. C'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment que certains n'ont pas attendu puisque la salle s'est vidée. Mais bon, il y avait des gardes d'enfants, des trucs comme ça à gérer.
Donc le jury est de retour et donc maintenant nous allons procéder à la remise des prix. Et nous allons commencer donc par le 3e prix du jury. Et pour ça, j'appelle Madame Émilie Bouillot, Casden Banque Populaire et Monsieur Hervé Pagnouco pour de venir la remettre, MGEN. pour remettre Vous ce pouvez prix. nous rejoindre s'il vous plaît. Et donc, le 3e prix du jury est attribué à Sarah Fournier. Sarah Fournier. Je vais récupérer le micro comme ça. Hop, ça vous embête pas. Alors, on va quand même poser une petite question au jury pour savoir un petit peu comment il en est arrivé à ce résultat. Alors en 15 minutes, non, très, très compliqué. Déjà peut-être une petite pensée pour tous les candidats qui n'ont pas démérité mais qui n'auront pas le plaisir de se voir remettre un petit prix comme Sarah en 3e prix. Quoi qu'il en soit, on a tous considéré effectivement de belles prestations, du talent pour vulgariser, nous exposer les travaux qui ont été conduits. Donc voilà, des échanges qui ont été riches et je ne sais pas si tu veux compléter. C'est très bien. On va passer à la suite. Eh ben super. En tout cas, il n'y a pas de bleu, donc ils ne sont pas tapés dessus, ça c'est déjà pas mal. Sarah, tu peux retourner le trophée, vous rapprocher de Sarah pour faire une petite photo. Voilà, histoire qu'on voit quand même. Approchez-vous un petit peu, tu nous dis. Hop. Et donc Sarah Fournier, 3e prix du jury. Vous voyez l'esprit d'équipe, vous les voyez pas vous mais de là, ils sont tous assis dans un petit coin, on dirait une équipe de foot dans l'attente d'un grand match. Donc autant vous dire que quand ça revient sur le banc, ils sont contents. Et maintenant pour le 2e prix du jury, nous appelons Madame Myriam Martin-Piquant, s'il vous plaît. La Banque Populaire Val-de-France. Et Madame Wina Bidot. De la Maïf Poitiers. Et donc, main sur les cuisses, le 2e prix du jury est attribué à... Pierre Baumy. Pierre Baumy. Il est content. Bravo. Alors, pareil, mesdames. Ah, le micro est peut-être éteint. Non, oui, non. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors, mesdames, ce choix, expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Pierre? À part sa chemise. En fait, oui. Non, c'est ses cheveux. Merci à tous. Quel bel examen. Enfin, c'est pas noté, hein? C'est pas noté, mince. Non, c'est vraiment... Moi, c'est la première fois que je viens et j'ai été captivée du début à la fin par les sujets, mais par l'aisance. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi, au-delà de votre thèse, enfin votre doctorat, pour la maîtrise jouée devant autant de personnes. Quand un sujet paraît tellement simple, c'est qu'il est maîtrisé. Et là, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien clair. Donc, merci pour cette clarté. Il va rougir. Eh bien, merci. Je pense que tu peux lui laisser l'enveloppe. Dans la lumière. Tiens, Pierre. Hop. Pierre Baumy, 2e prix du jury. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est l'heure du... C'est l'heure du 1er prix du jury qui va être remis par Madame Milena Véraud au CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes et Madame Nathalie Leroux d'EDF. Alors, roulement de tambour. Le 1er prix du jury est attribué ce soir à... Armand Grumel. Armand Grumel. Bravo.
avec le fan club au fond là-bas. Alors, félicitations Armand. Mesdames, un petit mot pour nous dire qu'est-ce qui vous a convaincu dans la prestation d'Armand. Bravo Armand, on a trouvé que ta thèse était vraiment très bien vulgarisée, que tu rentrais dans le détail, enfin, on a compris ta thèse, et puis que tu avais une aisance orale avec une pointe d'humour qui nous a beaucoup plu. Voilà. Et on a vraiment passé une très très bonne soirée, merci à tous. Voilà, c'était top. Super, merci beaucoup. Tout le monde, donnez le micro à Charlotte, vous rapprochez pour la photo. Pas trop loin, ouais voilà. Encadrez-le. Premier prix du jury Armand Grumel. Et maintenant, le prix du public. C'est donc Madame Virginie Laval, Présidente de l'Université de Poitiers. Monsieur Majdi Couder, Directeur de l'ISAE ENSMA. Monsieur Ludovic Hamon, Délégué régional du CNRS. qui vont avoir l'honneur de remettre le prix du public. Petite enveloppe. Qui c'est qui veut l'ouvrir? Monsieur Couder, je suis sûr que vous avez toujours voulu faire les Césars. Alors, approchez-vous, mettez-vous au centre pour les photos, s'il vous plaît. Par ici, messieurs, dames. Et donc, le prix du public remis donc par vous, public présent ce soir dans la salle grâce à vos petits jetons, est remis ce soir à... Majdi. Non, je crois que c'est pour Ludovic. Ok, on le fait tous les trois. Allez, ouais, entraînez-vous pour l'année prochaine. Attention. 1, 2, 3. Armand. Armand Grumel. Alors voilà, Armand, le prix des lycéens, le prix du jury, le prix du public, encore le prix à La Rochelle et il peut faire une table basse. Donc vous pouvez vous approcher pour la photo sur cette ligne-là. Voilà, resserrez-vous vers moi s'il vous plaît. Par ici pour être dans le cadre. Nickel. Bravo, merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Quelques remerciements à Pauline. Exactement. Indispensables. Des remerciements indispensables parce que des événements comme ça, c'est réalisé par une équipe, je vais l'appeler la Dream Team. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une Dream Team. Ce projet de ma thèse en 180 secondes, c'est l'équipe de la Drinov qui est coordonnée par Anaïs Leroux et grâce à Krong avait en charge l'organisation de ma thèse en 180 secondes. Mais c'est quand je vous dis équipe, elles ne sont pas juste deux. Il y a aussi Olivier Timon, Lucie Terral qui ensemble œuvrent tous les jours. Et ceux du fond là-bas aussi, ils sont là. À faire en sorte que la vulgarisation nous donne des moments précieux comme ce soir. Vous pouvez les applaudir très 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 fort s'il vous plaît. On remercie également un partenaire important sans qui la soirée n'aurait pas pu avoir lieu ici, la Maison des étudiants et l'équipe technique qui nous a accueillis, Christophe à la lumière, Elliot au son et Alexandre pour la coordination générale. Vous aviez aussi de l'équipe de l'université Vanessa en régie pour lancer un petit peu toutes les vidéos et elle nous a soutenus tout du long pendant toutes ces cérémonies. Bravo à elle. Et le service com qui a pris l'extrême soin de prendre des photos, filmer la soirée de ce soir. Donc soirée que vous pourrez retrouver en ligne d'ici quelques semaines. Je m'avance pas trop comme ça, je prends pas de risque avec les gens de la com que je tiens à remercier au passage. Maude, David et Flora. La vulgarisation scientifique aussi, vous pouvez aller la visiter à l'hôtel Chaboureau en centre-ville. Toute l'équipe de la Drinov aura à cœur d'ouvrir ce musée qui est tout nouveau. Vous
pouvez aussi y découvrir des événements mensuels, le Chabaret, plein de choses sur leur site internet. Donc soyez curieux et vous serez ravis. Mais avant de se quitter, on va retrouver... Mais avant même de retrouver tous ces gens, on va dire la vérité, Apolline. Ah oui, tout à fait. La soirée vous a été présentée par Jean-Philippe et Apolline Delajoie, orchestrée par Thérèse Delajoie. Mais en réalité... Nous sommes juste Charlotte Talbot, Hervé Guyonnet et Emma Bloom de la compagnie Quiproquo Théâtre. Merci à vous. Et je vous demande d'accueillir tous les doctorants de ce soir à venir nous rejoindre. Un tonnerre d'applaudissements